la leçon que beaucoup de dessinateurs ont retirée, et je vais vous dire quelle est la mienne aussi, après les attentats. Il y a des dessinateurs qui ont décidé qu'ils le poussaient leur critique moins loin. Et d'autres, dont je suis, ont décidé d'aller plus loin. Si j'ai une dette envers ces collègues qui ont été assassinés pour des dessins, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont blasphémé le prophète. Le blasphème n'existe pas dans la loi en France. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Kishka. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Shavua Tov. Shavua Tov, oui, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes dessinateur, caricaturiste, enseignant à l'école des Beaux-Arts de Jérusalem, Betzalel. Avec vous, je voudrais que nous revenions aujourd'hui. Nous sommes le 8 janvier. Hier, on a marqué le 8e anniversaire de la tragédie de Charlie Hebdo, de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est peut-être l'occasion de rappeler les noms des victimes: Charb, Kabu, Wolinski, Tinius, Honoré, Ahmed Merabet qui était un policier, Bernard Maris qui était un économiste, Michel Renaud qui était un journaliste de la rédaction de Charlie Hebdo, Frédéric Boisseux qui était un agent de maintenance, et encore Elza Kayad, psychiatre, Mustapha Ourad, correcteur, et Franck Brensolaro qui était policier. Ce sont les victimes de cet attentat, et parmi ces victimes, donc des noms que vous avez vous-même très bien connus. Je pense que vous étiez très proche de T-News, d'après ce que je me souviens. Rappelez-nous où vous étiez, comment vous avez appris cette terrible nouvelle. Vous savez, Daniel, d'abord, je suis content qu'on commémore, qu'on fasse quelque chose à Radio Kalita pour marquer cet événement terrible, cette tragédie. Vous savez, moi, quand je parle de Charlie Hebdo, je parle toujours Charlie Hebdo à Hyper Cacher. Parce qu'en fait, il y a 3 jours qui se sont suivis, le 7, le 8 et le 9 janvier 2015. Le premier jour, ça paraissait être une attaque contre la liberté d'expression. D'abord, puisque c'est un journal satirique qui a été attaqué. Le lendemain, c'est une policière. Alors, une policière, c'est une attaque contre la République. C'est déjà plus la liberté d'expression uniquement. Et le surlendemain, c'était Hyper Cacher. Donc, c'était des assassinats de juifs parce qu'ils étaient juifs. Donc, en fait, c'était contre toute la France, tout ce qu'elle représente dans sa liberté, sa laïcité et le mode de vie qu'elle a. Donc, c'est important de dire que Charlie Hebdo, c'est aussi Hyper Cacher. Moi, j'étais à Jérusalem. Quand ça s'est passé, vous savez, dans un premier temps, on n'avait pas d'information. Il y avait les mêmes images en boucle sur tous les sites d'information français qui montraient, filmés du toit, les 2 terroristes, les frères Kouachi, qui sortaient du bâtiment en brandissant leur Kalachnikov et en disant « on a vengé le prophète » et ils sont rentrés dans leur voiture, ils ont disparu. Moi, je savais que c'était le jour de la réunion du comité de rédaction du journal. J'avais là-bas un ami et 2 connaissances. J'avais T-News qui était un ami et Kabu et Wolinski qui étaient 2 connaissances que je rencontrais souvent dans des rencontres de dessinateurs de presse en France et dont j'aimais beaucoup le travail. Et j'ai tout de suite écrit en fait un mail à T-News et je lui ai écrit « Dis-moi que tu es sain et sauf » et il ne m'a jamais répondu. En fait, voilà, on a appris peu de temps après, dans l'après-midi de cette même journée, l'ampleur du massacre. Et ça a été un deuil terrible, personnel, parce que je suis dessinateur de presse, parce que c'est un journal qui était et ça je l'ai toujours beaucoup défendu, même si j'ai pas toujours aimé ce qu'ils ont fait, mais ça c'est mon goût personnel qui n'est pas un critère. Ils sont restés, heureusement, ils ont pu se reconstruire après. Ils ont reformé une nouvelle équipe. C'est un journal satirique que personne n'est obligé de lire, qu'il faut acheter si on veut le lire, qui est appelons ça un électron libre dans les médias français depuis longtemps, très irrévérencieux, mais aussi très intelligent. Ils ont des limites qui poussent très très loin dans ce qu'ils écrivent et dans ce qu'ils dessinent. Si on n'aime pas Charlie Hebdo, on n'est pas obligé de l'acheter. Au moment de l'assassinat, du massacre, il tirait à 30-40 000 exemplaires, alors qu'il fut un temps où il était à 100 000 exemplaires. Donc c'était un journal qui battait de l'aile un peu. Et finalement, ce massacre, par des actes de solidarité d'énormément de Français qui se sont trouvés dans les rues de France, notamment à Paris, mais dans toutes les autres grandes villes, le 11 janvier pour la grande manifestation silencieuse. Beaucoup de gens se sont abonnés au journal comme marque de soutien. Pas parce qu'ils l'aimaient, pas parce qu'ils trouvaient que toutes leurs caricatures étaient de bon goût, et d'ailleurs elles ne le sont pas toutes de bon goût, mais le bon goût, c'est pas écrit dans les lois.
Et ce qui protège justement cette liberté d'expression, et c'est une spécificité de la France que j'aime beaucoup, ce sont les lois qui gèrent la liberté d'expression en France. D'ailleurs, le journal a été souvent attaqué. Il a été attaqué quelquefois par des organismes musulmans en France. C'était pas la première fois, ça a été en 2006, en 2011, mais c'est surtout les organismes catholiques qui attaquent le journal, parce que et l'extrême droite, parce qu'il faut dire que les couvertures du journal ont beaucoup plus attaqué l'Église, le Vatican, la pédophilie dans l'Église et l'extrême droite, qu'ils ont souvent comparé aux nazis, plutôt que l'islam. Je pense qu'ils ont raison d'avoir la semaine dernière sorti un nouveau numéro qui a de nouveau été considéré comme numéro controversé et dans lequel ils avaient appelé, ils avaient lancé un appel à des caricaturistes internationaux de faire des caricatures moqueuses de Khamenei, donc du pouvoir en Iran, à Téhéran, et de nouveau, ça a soulevé des remous. Un journal satirique qui ne soulève pas de remous, c'est un journal qui ne fait pas bien son travail. Donc, je défends leur liberté d'expression, je défends leur liberté de ton. Il y a des dessins que j'aime mieux, il y a des dessins que j'aime moins, mais Charlie Hebdo, c'est pas qu'un journal où on dessine. Il y a des articles, il y a des journalistes très engagés pour justement pour défendre la cause des minorités. Ils font un excellent travail journalistique aussi. Quelles sont les leçons, si l'on peut parler ainsi, que l'on peut tirer, c'est-à-dire pas de se poser la question pourquoi ça s'est produit, mais c'est-à-dire pas l'AMA, mais plutôt l'EMA. Vers quelles leçons on peut tirer d'un tel drame? Quelles leçons vous avez tirées avec le recul du temps de ce drame dans le contexte, on va dire, proche-oriental dans lequel nous on évolue ici? Vous savez, une des questions qu'on m'avait posées, c'est à l'époque, à l'époque de la publication des caricatures danoises. Ça, c'était début 2006, quand tout a commencé. Là où le mal a commencé, on pourrait dire, le mal considéré donc par les islamistes comme mal. On m'avait posé la question de est-ce qu'en Israël, on a caricaturé Mohamed. Et en fait, je me souvenais pas, j'étais à l'époque président de l'association des caricaturistes israéliens. On a une quarantaine de membres qui publions sur divers journaux, diverses plateformes. Et je me souvenais pas que quelqu'un l'ait fait. Et j'ai dit que non, justement, en Israël, ce qu'on ne sait peut-être pas à l'étranger, ce dont on ne se rend peut-être pas compte, c'est que on a dans nos rues des orthodoxes avec des stremels, on a des religieux avec leurs tzitzit qui dépassent et des kippotes de toutes sortes, on a des femmes voilées musulmanes, on a tout dans nos rues. Et ça n'a jamais posé un problème. Il n'y a jamais eu de problème de voile en Israël. Il y a un vivre ensemble, justement, qui est exemplaire. Je ne parle pas de la situation politique. Je parle du fait que quand moi j'habite à Jérusalem, vous aussi, Daniel, vous habitez à Jérusalem, il y a une population très mixte dans Jérusalem. Donc toutes ces questions de religion, notamment vestimentaires, c'est pas un problème qu'on connaît ici. On a d'autres problèmes. Et disons que la leçon que beaucoup de dessinateurs ont retirée, et je vais vous dire quelle est la mienne aussi, après les attentats, il y a eu deux cas de figure. Il y a des dessinateurs qui ont décidé qu'ils poussaient leur critique moins loin, que finalement, ils estimaient que leur métier était devenu un métier à danger, et qui risquaient, en continuant de faire leurs dessins, non seulement d'être objet à des actes de violence, mais ça peut être aussi des violences verbales. Et d'autres, dont je suis, ont décidé d'aller plus loin. J'ai essayé depuis, je me dis, si j'ai une dette envers ces collègues qui ont été assassinés pour des dessins innocents, à mon sens, qu'ils ont fait, d'accord parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont blasphémé le prophète. Le blasphème n'existe pas dans la loi en France. En France, il y a séparation entre l'État et l'Église, et on a le droit de faire ce qu'on appelait avant des blasphèmes, c'est-à-dire de critiquer les religions et de critiquer ceux qui représentent les religions. Ils ne sont pas immunisés contre la critique. Et moi, j'essaye d'aller plus loin dans ce que je fais, mais je ne prends pas de risque aussi non plus. Mais vous savez, aujourd'hui, le vrai danger, à mon sens, c'est les réseaux sociaux.
les réseaux sociaux sont devenus le tout à l'égout de la société. Et n'importe qui peut, soit seul, de façon anonyme, soit dans des bandes organisées, je dis des bandes, d'accord, des bandes organisées, menacer des gens. Il y a des dessinateurs en France jusqu'aujourd'hui, dont Coco, qui est devenue la dessinatrice de Libération et qui travaillait à Charlie Hebdo à l'époque des assassinats, des massacres. Elle est, mais d'autres aussi, protégée par la police en France. Elle vit avec un garde du corps parce que en France, ils estiment que s'il y a eu Charlie Hebdo, il peut y avoir, ça peut servir, donner des idées à d'autres terroristes ultérieurement de faire des actes de ce genre. Donc, je pense que la France, de son côté, fait beaucoup pour protéger cette liberté d'expression et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, cela nous conduit presque directement à ce dont je voudrais aussi vous parler, puisque ça nous ramène à l'actualité d'aujourd'hui. La liberté d'expression, vous venez de le dire, en Israël, elle a l'air d'être quasiment totale en Israël, peut-être même plus qu'en France. Est-ce que c'est cette liberté qui permet, par exemple, aux manifestants dont vous étiez hier, d'exprimer de très vives critiques envers la réforme de Yariv Levin? Vous étiez hier à Tel Aviv, donc à la manifestation sur l'esplanade d'Abima. Ça fait partie, on va dire, de la démocratie israélienne que l'on dit aujourd'hui menacée. Il y a deux choses. D'abord, la liberté d'expression, quand on en parle, on en parle du côté professionnel, d'accord, pour les journalistes, pour les dessinateurs, etc., etc. La liberté de manifester, ben ça fait pas partie c'est autre chose que la liberté d'expression. C'est tout simplement une liberté qui existe dans toutes les démocraties. Oui, j'étais à cette manifestation parce que je suis très inquiet de la direction dans laquelle va non seulement Yariv Levin avec ce qu'on appelle ses réformes. C'est pas des réformes, d'accord? C'est un putsch démocratique. Le gouvernement a été élu démocratiquement, d'accord? Mais c'est un putsch démocratique qui essaye de transformer la démocratie israélienne dont le seul garde-fou, d'accord, dont la seule garantie est la Cour suprême en Israël. On n'a pas une Assemblée nationale et on n'a pas un Sénat. On n'a pas deux chambres, comme dans la plupart des démocraties, comme aux États-Unis, comme en France, comme ailleurs. Et la seule garantie de checks and balances, d'accord, je ne sais pas comment le dire exactement en français. D'équilibre. C'est d'équilibre. Voilà, l'équilibre, il est finalement donné par la Cour suprême qui a le droit, notamment jusqu'aujourd'hui, avait le droit de supprimer une loi qu'elle estime anticonstitutionnelle. Mais quand je dis anticonstitutionnelle, il faut comprendre, vous le savez, mais peut-être que tous les auditeurs ne le savent pas, il n'y a pas encore de constitution en Israël. Mais il y a des lois fondamentales qui font office de constitution, et quand un gouvernement élu démocratiquement essaye de faire passer certaines lois que la Cour suprême estime qui vont contre ces lois fondamentales, elle a la possibilité de les supprimer. C'est une des choses que la réforme de Yariv Levin tente de supprimer, et le sentiment d'une grande partie de la population en Israël, c'est que la démocratie israélienne, qui est très fragile, elle l'est, toutes les démocraties sont fragiles, elle est encore plus fragilisée et elle risque de devenir ce que des gens appellent une dictature. Alors peut-être c'est un terme fort, mais il faut voir le gouvernement qu'on a. On a un gouvernement qui est droite-droite. On a dans le gouvernement des gens qui prennent des casseroles de procès, des ennuis avec la justice, de corruption, mais aussi d'autres. Il y a des partis d'extrême droite qui étaient sympathisants de Kahana. Et tout ça, c'est la Knesset d'aujourd'hui. Et je ne suis pas le seul des Israéliens à être inquiet. Et ce droit de manifester, il existe. Et je pense que cette manifestation spontanée qui a eu hier à Tel Aviv, elle avait un côté un peu rassurant de voir qu'il n'y a pas une moitié d'Israël qui sont endormis et qui vont laisser les choses se faire. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est au moins commencer à dire notre mécontentement et notre inquiétude. Il y avait des slogans gentils hier, il y avait du monde. J'étais content de voir qu'il n'y avait pas que des personnes âgées, il y avait aussi beaucoup de jeunes. Et alors je ne sais pas dans quelle direction ça va aller, mais pour que les choses puissent changer, il va falloir que ça s'organise, il va falloir qu'il y ait des mots d'ordre simples,
Il va falloir qu'il y ait un combat. Voilà, ça fait partie de la démocratie. Il y a des combats qui se font dans la rue. Et ça fait partie de ce que la démocratie autorise. À Téhéran, on tire dans la foule. Ici, non. Eh bien voilà. Eh bien on terminera sur cette note tout de même un petit peu optimiste malgré tout. Merci beaucoup. On aurait bien aimé bien discuter, continuer de discuter avec vous beaucoup plus de manière beaucoup plus approfondie sur ce débat là. Mais peut-être ça sera une autre occasion. En tout cas merci beaucoup d'avoir permis de rendre hommage donc à Charlie Hebdo, effectivement aussi bien entendu aux victimes de l'hypercacher, de toutes les victimes de cette terrible période en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Michel Kishka. Bonne journée. Shavuot Tov, à bientôt. C'est toujours un plaisir, Daniel. Merci beaucoup.